Dans un quartier paisible, niché entre les immeubles modestes et les rires d'enfants qui résonnaient dans les ruelles, vivait une famille comme tant d'autres. Une famille unie par l'amour, la simplicité et cette chaleur rare que seuls ceux qui n'ont pas grand-chose savent offrir. C'était un foyer sans prétention, mais riche de rires partagés autour d'un plat chaud, de petits gestes tendres échangés sans un mot, et d'un soutien indéfectible dans les moments difficiles. Mais un jour, ce fragile équilibre vola en éclats. Les policiers sont arrivés comme un orage d'été, soudainement, violemment, sans prévenir. Sirènes hurlantes, gyrophares déchirant la tranquillité du matin, portes enfoncées, cris, en quelques minutes à peine, le calme d'un foyer aimant fut remplacé par la confusion, la peur et l'incompréhension. Les enfants, encore en pyjama, furent arrachés de leur sommeil par les pas lourds et les voix autoritaires. Ils regardaient hagards, leurs parents être menottés, comme dans un cauchemar dont ils ne parvenaient pas à s'extraire. Personne n'avait compris pourquoi. Personne n'avait vu venir ce drame. Des accusations tombèrent, brutales, implacables. Des mots terribles qui sonnaient comme des sentences, fraude, escroquerie, falsification. Des mots qu'aucun des enfants ne comprenait vraiment, mais dont ils saisissaient toute la gravité à travers les regards des adultes, devenus soudainement graves, distants, parfois méprisants. Et dans ce tumulte, dans cette tempête dévastatrice, il y avait moi, l'un des enfants, celui qui allait être séparé de tout ce qu'il connaissait, de tout ce qui faisait sa vie. Car les services sociaux sont venus, peu après. Ils ont dit que c'était pour le bien des enfants, que c'était temporaire, que tout allait bien se passer. Mais on sentait dans leur voix un mélange de pitié et de résignation, comme s'ils savaient que les promesses qu'ils faisaient n'étaient que des illusions. Et alors on m'a emmené, pas le temps de dire au revoir correctement, pas le temps d'embrasser mes frères, pas le temps de comprendre. Juste une valise trop petite pour contenir une vie entière, et une voiture qui m'arracha à mon monde. J'ai été placé dans un foyer d'accueil, un de ces endroits qu'on appelle des lieux de protection, mais où rien ne protège vraiment des blessures invisibles. Là-bas, tout était différent. Les visages n'étaient pas ceux de ma famille, les voix n'avaient pas la douceur de ma mère, et les regards, souvent, étaient vides. Certains étaient durs, d'autres simplement absents. On vivait tous ensemble, mais chacun dans sa bulle, comme des étrangers forcés de cohabiter, sans se connaître, sans se faire confiance. On partageait les repas, les couloirs, parfois les chambres, mais pas les cœurs. Je me souviens des premières nuits, sans sommeil, les yeux ouverts dans le noir, à écouter les pleurs étouffés derrière les murs. Ce n'était pas juste moi. D'autres enfants aussi pleuraient, parfois en silence, parfois à voix haute, appelant une mère qui ne viendrait pas, un père qui n'entendait plus. Chacun portait sa douleur comme un sac trop lourd. Certains la cachaient derrière des sourires forcés. D'autres devenaient violents, méfiants ou indifférents. Moi je m'étais renfermé. Je ne parlais presque plus. J'avais peur que ma voix trahisse le chaos que j'avais en moi. Peur aussi que, si je commençais à parler, je ne puisse plus m'arrêter. Alors je me taisais, j'observais, j'attendais. Chaque jour ressemblait au précédent, une répétition vide, où l'on apprenait à ne plus espérer. Mais au fond, ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas la solitude, ni la violence que certains enfants exprimaient pour ne pas sombrer. Ce qui me brisait, c'était l'absence. L'absence de mes parents, de mes frères, de mon lit, de mes habitudes, de mon nom parfois, même. Car ici, j'étais surtout un dossier. Un prénom inscrit sur une porte. Une histoire à reconstruire. Les adultes du foyer étaient là. Certes, certains faisaient de leur mieux. Mais ils n'étaient pas ma famille. Ils n'avaient pas les bras de ma mère, ni la voix rassurante de mon père. Ils avaient des horaires, des règles, des routines. Pas de lien. Et pourtant, au milieu de tout ça, une graine résistante germait en moi. Presque à mon insu. Une forme de force, ténue, discrète, mais bien réelle. Une sorte d'instinct, de promesse intérieure. Je ne vais pas me laisser briser. Je vais tenir, coûte que coûte. Quand je suis sorti du foyer, ce n'était pas la liberté que j'ai trouvée. C'était le vide. Aucune main tendue, aucun plan, aucun avenir. Juste l'asphalte froid sous mes pieds et un monde qui continuait de tourner comme si je n'avais jamais existé. J'avais 16 ans. L'âge où on te dit que tu dois devenir un homme, mais comment devient-on un homme quand on n'a même pas eu le droit d'être un enfant? Je me suis retrouvé dans la rue. Au début, c'était temporaire. Du moins, je le croyais. Je pensais pouvoir rebondir vite, trouver un travail, m'en sortir. Mais la rue, elle ne te laisse pas partir si facilement. Elle t'attrape, te transforme, te durcit. Dormir dehors, c'est pas juste affronter le froid. C'est affronter le regard des autres, l'indifférence, parfois le mépris.
C'est apprendre à devenir invisible pour survivre. Trouver un coin à l'abri du vent, éviter les endroits trop exposés, se méfier des autres sans abri, comme si la misère rendait tout le monde dangereux. Et puis, il y a la faim. Pas juste celle du ventre, celle du cœur. Le manque de chaleur humaine, de contact, de mots. Les journées sont longues, vides. Les nuits, encore plus. Chaque heure ressemble à une éternité. J'ai connu les bancs glacés, les halls d'immeubles, les cartons humides. J'ai volé parfois, honteusement, juste pour manger. J'ai supplié du regard des passants qui n'ont même pas ralenti. J'ai connu l'humiliation de devoir justifier mon existence à des policiers qui me tutoyaient en m'appelant « et le clochard ». La rue m'a tout pris, la dignité, l'espoir, l'estime de moi. Mais paradoxalement, c'est aussi là que j'ai découvert ma vraie force. Quand t'as tout perdu, quand tu touches le fond, tu n'as plus que toi. Et c'est là que tu dois choisir, t'effondrer ou résister. J'ai choisi de résister. Non pas parce que j'étais fort, mais parce que je n'avais pas le choix. Parce qu'une voix, quelque part en moi, me disait que la vie ne pouvait pas se résumer à ça. Que je valais plus que ce que les autres voyaient. Alors, jour après jour, j'ai avancé. Lentement, en boitant parfois, en tombant souvent, mais toujours en me relevant. Car dans la rue, chaque pas est une victoire. Chaque lever de soleil est un rappel que je suis encore là. La rue, ça ne tue pas tout de suite. Non. Elle prend son temps, elle t'érode, lentement. Elle te vole tes rêves un par un. D'abord tu dors dehors, puis tu cesses de rêver. Tu survis, c'est tout. Et quand la survie devient ton quotidien, tu commences à chercher des échappatoires, des raccourcis vers l'oubli. Moi j'ai commencé par un joint, un soir, pour me détendre. Puis c'est devenu une habitude, puis une nécessité. Et ce qui m'avait paru anodin est vite devenu une chaîne. Quand t'as mal en toi, quand t'as froid jusqu'à l'âme, la drogue te fait croire qu'elle peut t'en libérer. Elle te fait flotter, te fait oublier que t'es seul, que t'as faim, que plus personne ne t'attend nulle part. Elle te fait croire que t'es fort alors que t'es en train de te perdre. J'ai glissé sans m'en rendre compte. Petit à petit, ce n'était plus seulement le shit. C'était les cachets, l'alcool, les mélanges dangereux. Je ne comptais plus les soirs où je m'endormais sans savoir si j'allais me réveiller. Et à vrai dire, je m'en foutais. Il y a eu cette fois où j'ai fait une crise en pleine rue. Je me suis effondré, convulsant, tremblant. Les passants ont reculé. Certains ont regardé comme on regarde une bête blessée. Personne n'a tendu la main. Personne. Juste des regards pleins de pitié ou de dégoût. C'est là que j'ai compris que j'étais devenu un fantôme. Un de ces gars qu'on évite, qu'on contourne, qu'on préfère oublier. Et puis il y a eu les mauvaises rencontres. Dans la rue, les prédateurs ne portent pas toujours des griffes. Parfois, ils te sourient. Ils te proposent de l'aide, un plan, un lit, une chaleur temporaire. Mais tout a un prix. Et parfois, ce prix, c'est ton corps, ta dignité, ton silence. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais imaginées pour manger, pour dormir, pour continuer. Et plus je tombais, plus je me détestais. Je me regardais dans les vitrines des magasins, et je ne reconnaissais plus le gamin que j'avais été. J'avais honte. Honte de ce que j'étais devenu, honte de n'avoir plus rien, pas même ma fierté. Je vivais dans l'ombre. J'étais devenu un chiffre, un cas social, un tox, un raté. Et plus personne ne m'appelait par mon prénom. Mais au fond de moi, une petite voix persistait, faible, presque inaudible, mais présente. Elle me disait, « Tu n'es pas qu'un déchet, tu vaux mieux que ça, tu as encore le droit d'espérer. » C'était fragile, mais c'était là, et c'est cette voix qui m'a empêché de sombrer définitivement. Je ne pourrais même pas dire quel jour on était. Dans la rue, les dates se mélangent, les saisons se fondent dans le gris, mais ce jour-là, il pleuvait. Pas une petite pluie douce, une pluie lourde, glaciale, comme si le ciel lui-même voulait m'éteindre. J'étais recroquevillé sous un porche, trempé jusqu'aux os, les mains gelées, les lèvres fendues par le froid. Mon ventre criait famine, mon corps n'en pouvait plus, et mon âme était au bord du vide. C'est là qu'elle est arrivée,
Elle s'appelait Claire, petite, la cinquantaine, un manteau trop grand pour elle, et ce regard que je n'avais plus vu depuis longtemps. Un regard sans peur, un regard humain. Elle ne m'a pas donné une pièce. Elle ne m'a pas dit bon courage comme on lance un mot en passant. Non, elle s'est arrêtée, vraiment arrêtée. Elle m'a regardé dans les yeux. Et elle m'a dit, simplement, Tu veux un café chaud? Ah vrai, avec un bout de pain. Je ne comprenais pas. Je croyais rêver. Je croyais à une caméra cachée, une blague cruelle. Mais non. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Là-bas, on m'a offert une soupe, un t-shirt propre, une serviette. Personne ne m'a jugé. Personne ne m'a demandé pourquoi j'en étais là. On m'a juste regardé comme une personne. C'est étrange ce que ça fait. D'être regardé avec respect quand on n'a plus rien. Ça réveille quelque chose. Une étincelle. Souvenir de dignité. Claire m'a parlé. C'est sans doute pour ça qu'elle s'est arrêtée. Elle m'a proposé de revenir. Pas pour un sermon. Pas pour une promesse creuse. Juste pour parler, manger, exister un peu ailleurs que sur un trottoir. Et j'y suis retourné. Le lendemain. Et le surlendemain. Petit à petit, à force de café partagé, de regards sincères, de mains tendues, j'ai commencé à croire que je pouvais peut-être monter. Pas d'un coup, pas en effaçant tout, mais en mettant un pied devant l'autre. Claire n'a jamais prétendu me sauver. Elle m'a juste tendu la main. Et parfois une main suffit pour qu'on décide de ne pas couler. la remontée, c'est pas une ligne droite, c'est pas une belle histoire, où après une rencontre magique, tout va mieux. Non, c'est une lutte de chaque instant. Au début, même avec l'aide de Claire, j'avais encore envie de fuir. Je me réveillais le matin avec cette voix dans la tête, t'as rien à faire ici, tu ne mérites pas cette deuxième chance. Et souvent, je la croyais, je faillis même replonger plusieurs fois. Mais il y avait Claire, et ce foutu café chaud qu'elle me servait avec le même sourire, qu'importe mon état d'esprit. Elle ne m'a pas lâché, pas une seule fois. C'est elle qui m'a inscrit à un programme de réinsertion. Une sorte d'atelier où on apprenait à réécrire un CV, à se présenter, à parler de soi sans honte. Au début, je trouvais ça ridicule. Qui allait m'embaucher moi? Un gars cassé, sans adresse, sans passé stable, sans avenir, mais petit à petit, à force de parler, de raconter, de me voir dans les yeux des autres, j'ai recommencé à me voir autrement. Moins comme un échec, plus comme un survivant. Quelqu'un qui était encore là malgré tout. Un jour, l'asso m'a proposé de faire du bénévolat. Juste un coup de main dans la cuisine. À servir les repas, faire la vaisselle. Rien de grandiose, mais c'était la première fois depuis des années qu'on me faisait confiance. Et je m'y suis accroché. Ce jour-là, en lavant une montagne d'assiettes avec un jeune en galère lui aussi, j'ai senti quelque chose que j'avais oublié, la fierté arrogante. La remontée, c'était ça, un plateau débarrassé, un sourire échangé. Parce que chaque journée où je ne fuyais pas, c'était une victoire. Et cette fois, je n'étais plus seul. Réinsertion, c'est un mot qu'on balance souvent à la va-vite, comme s'il suffisait de signer 2 papiers pour revenir dans la course. Mais en vérité, c'est un labyrinthe, un chemin semé d'embûches, de doutes, de regards lourds et parfois même d'humiliations silencieuses. Quand j'ai décroché mon stage, j'ai cru que le plus dur était derrière moi. Mais j'avais tort. Le plus dur, c'était pas de trouver un poste. C'était d'y rester, d'affronter tous les jours ce sentiment d'être un imposteur. De porter mon passé comme un tatouage invisible que je sentais brûler sur ma peau à chaque regard un peu trop insistant. Il y avait ceux qui savaient d'où je venais, certains me regardaient avec méfiance. D'autres faisaient semblant d'ignorer, mais je le sentais, ce malaise, cette distance, comme si je devais prouver tous les jours que j'avais changé, que je méritais cette seconde chance. Et pourtant j'ai tenu bon. Chaque matin, je mettais mon réveil. Je prenais un petit déjeuner, même léger. Je marchais jusqu'au centre de tri avec cette discipline que je n'avais jamais eue avant. Pas pour les autres, pour moi. Pour me reconstruire une structure, une fierté, un cadre, je parlais peu. J'écoutais beaucoup. J'observais. J'apprenais. Pas seulement le travail. J'apprenais à être un collègue, à faire partie d'une équipe, à accepter l'aide sans me sentir faible et à tendre la main à mon tour. Un jour, un collègue m'a dit « Tu bosses bien, toi. On voit que t'en veux. » C'était simple. Mais j'ai failli pleurer. Tu te rends pas compte à quel point un compliment peut te redonner foi en toi quand tu viens d'un endroit où plus personne ne croyait en toi.
j'ai fini mon stage. Et ils m'ont proposé un contrat, pas un CDI, pas encore, mais un CDD, une vraie paye, une vraie place, un badge avec mon nom, mon prénom, pas un numéro, pas une étiquette. C'était pas grand-chose pour le monde, mais pour moi c'était un miracle. Et puis il y avait Claire, toujours là, discrète mais présente. Elle m'aidait à gérer l'administratif, à remplir mes papiers, à comprendre comment fonctionnait ce nouveau monde qui m'avait longtemps exclu, sans jamais me faire sentir inférieur. Juste humain. Petit à petit, j'ai recommencé à penser à demain, à faire des projets, à me dire « et si je reprenais un logement ?» Et si je reprenais mes études, et si je reconstruisais ce que j'ai détruit? La réinsertion, ce n'est pas revenir à l'endroit d'où on est tombé, c'est bâtir un nouveau monde avec les débris de l'ancien. Et c'est là que j'ai compris que j'avais peut-être enfin trouvé un nouveau départ. Le pardon, c'est un mot qui brûle dans la gorge, surtout quand on pense qu'on ne le mérite pas. Pendant longtemps, j'ai cru que le pardon, c'était un luxe réservé aux innocents, à ceux qui avaient fait des erreurs mineures, des fautes réparables. Moi je portais en moi une dette trop lourde et je m'étais fait à l'idée que personne ne viendrait jamais l'effacer. Je me suis demandé 1000 fois, est-ce qu'on peut vraiment pardonner à quelqu'un qui a détruit une vie? Est-ce qu'un simple désolé, même sincère, peut effacer le mal qu'on a causé? La réponse, je le savais, c'était non. Rien ne ramènerait ce que j'avais pris. Mais le pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser. C'est accepter que l'on puisse changer, et que l'autre aussi puisse continuer à vivre. Je me rappelle la première lettre que j'ai écrite à la famille de mon ancienne victime. J'ai mis des jours à trouver les mots, même quand j'ai fini par l'envoyer, j'ai tremblé pendant des semaines. Pas parce que je craignais leur réponse, mais parce que je savais que j'en avais pas le droit. Ils n'ont jamais répondu. Je ne leur en veux pas. Ce silence, c'était leur droit. Peut-être la forme de paix, j'ai leur manière de me dire que mon pardon, je devais le chercher ailleurs. Alors je me suis tourné vers l'intérieur. J'ai appris à me regarder en face, sans détourner les yeux. J'ai à reconnaître l'homme que j'étais devenu. J'ai accepté que mes erreurs fassent partie de moi. J'ai Nord de mots ne définissent pas toute mon histoire. Claire m'avait dit un jour, ce n'est pas à toi de décider si les autres te pardonnent. J'ai leur droit de faire la paix avec toi-même. Ça m'a bouleversé. Parce qu'en fait, tant que je restais prisonnier de la honte, j'ai resté dans la cellule invisible que j'avais moi-même construite. J'ai commencé à parler. Dans des groupes. Avec d'autres comme moi. On s'asseyait en cercle, sans jugement, sans masque. On racontait nos parcours, nos remords, nos espoirs. Et dans ces moments-là, j'ai compris que le pardon n'était pas un but. Un chemin vers quelque chose de plus grand. Et parce que j'ai décidé de transformer ma culpabilité en responsabilité. Parce que rester enfermé dans la honte, parfois cette grâce, elle vient quand tu arrêtes de te battre contre ton passé, et que tu choisis enfin de marcher avec. Quand on a connu l'ombre, vraiment connu l'ombre, il arrive un moment où on ne peut plus rester silencieux, parce que le silence devient une forme de complicité. Et moi, j'en avais fini avec les non-dits. Alors j'ai décidé de transmettre, pas pour me racheter, pas pour me faire applaudir, mais parce que je sentais au fond de moi que si mon histoire pouvait empêcher ne serait-ce qu'un seul gamin de commettre l'irréparable, alors elle valait la peine d'être racontée. La première fois que je suis allé parler dans un foyer pour jeunes en difficulté, j'étais tétanisé. Ils étaient là devant moi, les bras croisés, méfiants, avec ce regard que je connaissais trop bien. Celui qui dit « tu vas encore nous faire la morale, toi aussi ». Mais j'étais pas là pour faire la morale. Alors j'ai parlé. Vrai, cru, brut. J'ai raconté sans filtre comment j'étais tombé. Comment j'avais cru que la colère était une force. Comment j'avais confondu respect et peur. Et comment un jour tout s'était écroulé. Au début, ils écoutaient sans bouger. Puis un jour, l'un d'eux m'a regardé dans les yeux et m'a dit « tu parles comme si t'étais mort et revenu ». Et d'une certaine façon, c'est ce que j'avais vécu. À partir de ce jour-là, j'ai compris que ma douleur, mon parcours pouvait devenir une arme de construction, un outil de prévention, une lumière fragile dans un tunnel que beaucoup traversent seuls. J'ai enchaîné les interventions, les écoles, les associations, les prisons. J'ai vu des jeunes pleurer, j'en ai vu d'autres me défier. Et certains m'ont remercié, pas pour mon passé, mais pour ma transparence. Parce que dans un monde où tout le monde fait semblant d'avoir compris, moi je venais leur dire que j'avais échoué, mais que j'avais appris,
Et c'est ça, transmettre. Pas dire aux autres quoi faire, mais leur montrer ce que le choix peut coûter, ce que l'absence de réflexion peut détruire, et ce que le courage peut réparer. Je ne suis pas un exemple, je suis un témoin, un survivant. Quelqu'un qui a traversé le feu et qui veut éviter aux autres d'y plonger à leur tour. Parfois je repense à celui que j'étais à 20 ans. Si quelqu'un m'avait parlé comme je parle aujourd'hui, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne sais pas, mais j'aurais aimé qu'on essaye. Alors aujourd'hui c'est moi qui essaye. Encore et encore, parce que même si je ne peux pas réécrire mon histoire, je peux peut-être aider d'autres à mieux écrire la leur. Il y a des jours où je me réveille encore avec le poids du passé sur la poitrine, des visages que je ne reverrai jamais, des erreurs que je ne pourrai jamais effacer, des silences qui hurlent encore dans ma mémoire. Mais aujourd'hui, je ne fuis plus, parce que j'ai appris qu'on ne guérit pas en effaçant les cicatrices, on guérit en les regardant en face, en les touchant du doigt, en comprenant ce qu'elles racontent, ce qu'elles nous ont coûté, et ce qu'elles nous ont appris. La lumière ne m'est pas tombée dessus d'un coup, comme dans les films, elle est venue par petites touches, des éclats minuscules dans l'obscurité, un regard qui ne juge pas, un gamin qui dit « merci », une main tendue quand je croyais ne plus mériter d'en recevoir, elle s'est glissée dans les interstices, dans les failles, là où je croyais être irrémédiablement brisé, et peu à peu j'ai compris que la lumière ne vient pas à la place de l'ombre, elle naît à travers elle la traverse, elle l'épouse, elle la transforme, et moi aussi, j'ai changé, je ne suis plus l'homme que j'étais, mais je ne suis pas non plus devenu un autre, je suis la somme de toutes mes chutes, de toutes mes luttes, de toutes mes renaissances, je suis ce mélange fragile entre douleur et espoir, entre passé et avenir, et aujourd'hui, je marche, bon, pas toujours droit, bon, pas toujours sûr, et surtout je vis, avec la conscience aiguë que chaque jour est un choix, un pas de plus vers la lumière, ou vers le retour de l'ombre. Mais maintenant, je sais que j'ai le droit d'être heureux, le droit d'avancer, le droit de ne plus être défini par mes fautes, mais par ce que j'en ai fait, et ça, c'est ma victoire, pas contre les autres, pas contre le système, mais contre moi-même.